Alors, on a établi mardi que vous n'étiez pas superstitieux. Ça, d'ailleurs, tout le monde est tombé en bas de sa chaise en apprenant ça. On va régler cette semaine le sujet. Vous avez certainement été témoin dans vos glorieuses carrières de supersticerie extrême, de superstitionnisme. Je ne sais pas, je lisais le bon Gascon qui est resté... D'ailleurs, où est-il? Je sais pas. Je sais pas. Il est parti, il n'est pas revenu. C'est fini la game, Alex. Ouais, il est en Utah. Non, il est resté, entre autres, il nous mitonne quelque chose sur la... Resté dans l'Utah de l'Utah. Oui, non, mais sur l'organisation des Jeux, hein, on en parlait tout à l'heure, Martin, qui auront lieu à Salt Lake en 2034. 34, ça? Oui, 34. Puis entre-temps, les Rangers étaient de passage. Puis je ne sais pas si vous avez lu, mais Gascon jasait avec Alexis Lafrenière. Puis il fait une petite parenthèse pour souligner qu'Artemi Panarin installe ses bibelots dans son casier. On peut imaginer là, qu'il y a un peu de ça. Avez-vous été témoin de joueurs ou qui étaient particulièrement superstitieux? Vous n'êtes pas obligé. Ben, c'est Nick Crosby superstitieux. Si tu regardes sa routine d'avant-match, où dans le fond, quand il est au PPG Paints de Pittsburgh, à chaque... Le PPG Paints? Hein? À chaque période d'échauffement, il fait la même routine avec son maniement de rondelles sur l'arche dorée de McDonald's qui est en territoire neutre. Alors, ça, c'est pas autant une superstition qu'une routine. Je pense que les joueurs sont beaucoup là-dedans. Puis à un moment donné, il y en a qui vont intégrer des superstitions dans leur routine. Mais dans le fond, c'est juste de trouver quelque chose qui fonctionne. C'est juste ça le secret. Où est la ligne entre superstition et routine? Un dossier. Moi, je suis routinier à la vie, à la mort, mais je ne suis pas superstitieux. Ah, OK, voilà. Il y a une différence. Patrick Roy, je pense, était un peu le roi de ça. Hein? Fallait qu'il y avait Oui, absolument. C'était sa routine, mais il fallait vraiment pas... À un moment donné, le vestiaire était chorégraphié autour de Patrick. Quoi. C'était sa routine, mais si ça marchait pas, c'était une superstition. Ça devenait une superstition. Bon, on a une bonne brèche. Donc, Martin, il est routinier. Toi, Marc-Antoine, es-tu routinier? Envers et contre moi-même. Je souhaiterais ne pas l'être, mais la vie me l'impose. Alors, c'est ça. C'est dommage. Moi, j'aime ça. C'est le fun d'ajouter un petit peu d'improvisation et de folie dans sa vie, tout ça, de chaos. Mais quand ta vie est réglée à la minute près, t'es obligé de mettre de la routine là-dedans. Si tu veux de la constance, il faut avoir un peu de routine. Et si tu veux ajouter du chaos une fois de temps en temps, il faut que ce soit dans un cadre où est-ce qu'il y a une routine. Parce que sinon, c'est un chaos perpétuel. Et voilà. Moi, j'aime ça avoir une routine, puis j'aime ça la changer une fois de temps en temps. Donc, tu vois, tout est dans l'équilibre. C'est comme tes chemises. De temps en temps, tu les changes. C'est ça. Ouais. De temps en temps. Oui. Non, mais c'est parce qu'on a une palette qu'il faut respecter. Alors, évidemment, on l'a déjà dit, on est un balado, hein, et on est des gens d'audio avant tout, mais on est filmé, vous saviez, les gars. Puis, ils nous diffusent sur une affaire, ça s'appelle YouTube. Et à cause de ça, il y a une palette de couleurs qu'on doit respecter. On la respecte. On la respecte en ce moment. Il faut être pas trop foncé. On n'est pas très discipliné en matière de palette. Ben, on n'est pas si pire. Les gens vont trouver que je suis souvent habillé pareil juste à cause de ça. C'est pour ça que je le mentionne. Ah, et même chose pour moi. J'ai juste 2 chemises. Pas trop foncées. OK, c'est assez. Ben oui. Ma blonde, elle m'a dit qu'elle trouvait que ce bout-là était long un peu. J'ai pensé à toi, Marc-Antoine. C'est trivial. #trivial. Comme vous entendriez bien, vous deux. OK, aujourd'hui, une grosse cylindrée n'attend pas l'autre. Des fissures apparaissent-elles? Et le noir et jaune va mal, c'est tellement OK. Épisode 372. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Et bonjour. Votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Messieurs, bonjour. Tu t'appelles Alexandre Coupal. C'est rare que les jeunes ne sont pas affamés. T'sais. Puis je le dis, c'est une grosse différence entre être affamé et avoir besoin de manger. T'sais. On est un groupe présentement, je trouve que c'est pas facile durant une saison de 82 games de rester affamé. T'sais. Mais on trouve une manière présentement. Non, je trouve qu'on a bloqué des gros lancers. Les gars, ils se sacrifient beaucoup pour
pour quelque chose de plus gros qu'eux autres. Puis ça paraît, c'est contagieux. Fait que c'est pas juste un joueur qui se sacrifie. Je pense que c'est tout le groupe. Le Martin Saint-Louis barbu. Je l'aime bien, ce Martin Saint-Louis-là. Je trouve que ça y va bien, en tout cas. Et Marc-Antoine, tu nous disais mardi qu'il y a un petit quelque chose de superstition. Oui, absolument. Ou de routine, ou de changement de routine. Il a réitéré hier qu'il n'allait pas. C'était pas le moment de la couper. D'accord. C'était ça, donc, ce qu'on vient d'entendre après la victoire du Canadien contre les Stars. Qu'est-ce qui va arrêter cette équipe-là? Qu'est-ce qui va arrêter cette équipe-là, bon sang? Parce que, d'abord, c'était confrontation au sommet hier, les deux meilleures équipes de la Ligue dans le dernier mois. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais avec cette victoire-là, les Stars ont le Canadien a une meilleure fiche que les Stars dans le dernier mois maintenant. Ouais. Là-bas, une place pas facile à Dallas. Je sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Ben, je vais t'aider. Aidez-moi. C'est drôle, on est en train de se retremper dans un contexte auquel on n'était plus habitué à Montréal. Il y a toujours beaucoup de matière quand une équipe va mal. Mais quand ça va bien, l'équipe gagne tout le temps. On dirait que les gens sont sans mots. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là... On a perdu l'habitude. C'est ça, on a perdu l'habitude de couvrir une équipe gagnante. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. La première chose, c'est qu'on a beaucoup parlé du retour au jeu de Patrick Laine puis de l'acquisition d'Alexandre Carrier, mais il faut quand même regarder que les succès de cette équipe-là remontent il y a plus longtemps que ça. Oui. Dans le fond, ça fait pratiquement 2 mois. T'sais, si on retourne à la victoire à Buffalo 7-5, qui a vraiment... c'est le jour où Martin Saint-Louis a dit... Des fois, il y a des joueurs qui pensent qu'ils marqueront jamais un but, mais comme coach, tu as l'impression que tu ne remporteras plus jamais un match. Ouais. À partir de ce moment-là, le Canadien a la 6e meilleure fiche en termes de pourcentage de points, pourcentage de succès dans la Ligue nationale. Donc ça, c'est depuis le 11 novembre. Puis, c'est important de reculer le plus loin qu'on peut pour pour s'assurer que ce n'est pas simplement un feu de paille. Mm-hmm. C'est pas seulement l'équipe qui est sur une lancée qui va durer une semaine ou deux. Ouais. Là, on est sur quelque chose qui est de plus en plus solide. L'identité des équipes que le Canadien bat en fait foi. Et puis, le fait également qu'il y a une constance dans le style de jeu de cette équipe-là, dans le fait qu'ils sont prêts à se sacrifier mettre de côté un petit peu leurs habiletés individuelles au nom de l'efficacité du jeu collectif. Ça, c'est de plus en plus ancré. Alors, tu me demandes qui va arrêter cette équipe-là? Ça aurait été une bonne. Eux-mêmes. Ah! C'est ce qui les guette le plus, c'est une régression où ils cesseraient de faire ça. Mais sinon, Jake Oettinger, qui n'est pas le dernier venu devant le filet des Stars de Dallas, disait hier, après le match, c'est fou à quel point ils sont meilleurs que l'année dernière et qu'il y a 2 ans, ils sont tellement dangereux. Leur avantage numérique est excellent. Leurs 2 premiers trios sont aussi bons que ceux de n'importe quelle équipe. Tu leur permets de prendre du rythme et ils vont te le faire payer. Alors ça, c'est le gardien d'une équipe qui vient d'affronter le Canadien 2 fois en l'espace d'une semaine. Et donc, qui a très, très frais à la mémoire l'efficacité du tricolore. Je trouve que ce sont des mots qui sont révélateurs parce qu'on a l'habitude de décortiquer beaucoup ce que disent les joueurs du Canadien à propos de leur propre performance ou ce que dit le coach à propos des performances de l'autre équipe. Mais quand ça vient d'un gardien vedette de l'extérieur qui a un regard vraiment plus distant, je pense que c'est assez évocateur aussi. Oettinger qui est un habitué du Corridor en plus, fait que c'est pas... comment dire? Ils connaissent ça, les grosses équipes. Disons ça comme ça. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans les 2 matchs de la semaine aussi, c'est que le Canadien a gagné ces matchs-là, à mon sens, alors qu'il n'avait pas sa balle rapide, comme dit Martin Saint-Louis. Quand les équipes vont bien, à un moment... Je ne sais pas quelle comparaison je pourrais faire. Je compare souvent le travail d'un entraîneur de la Ligue nationale à celui d'un ingénieur en F1. Il faut toujours que tu sois en train de peaufiner pour essayer de garder ça au maximum d'efficacité. Puis les entraîneurs, je pense que je l'ai déjà mentionné ici, Jacques Lemaire disait « Quand mon équipe va bien,
j'essaie de ne pas leur dire parce que ça se met à partir dans l'autre sens quand je leur dis que ça va bien. Le Canadien joue bien depuis longtemps et c'était un spectacle en soi au cours des dernières semaines de voir à quel point personne prenait de risques inutiles. On flippait la rondelle. On utilisait la bande quand il n'y avait pas d'option pour sortir de la zone. On plaçait la rondelle en fond de territoire pour quand on arrivait à la ligne bleue adverse pour s'assurer de ne pas causer de revirement, etc. Mais dans ces 2 matchs-là, et je l'ai vu même dans le dernier match à Montréal, il y a un petit glissement. Hier, le Canadien a eu une première période extraordinaire, là, 10 chances de marquer dans la période. On dirait que Dallas a essayé de dire on va jouer, on va échanger coup pour coup avec vous autres, puis on va voir si vous êtes capable de donner. Ça finit 10-3 les chances de marquer pour le Canadien. Mais le Canadien était limité à 4 chances de marquer dans les 2 dernières périodes et ils ont passé beaucoup de temps dans leur zone. Ils ont eu 75 % de possession de rondelles pour Dallas. Mais là, un petit peu plus souvent, on voit des gars qui arrivent à la ligne bleue, qui essaient de déjouer le gars qui est devant eux. On voit un petit peu plus de revirement, ça vire de bord. On a vu hier, le Canadien est assiégé dans sa zone, faire des revirements à répétition 2 ou 3 fois sur la même présence. J'ai compté hier Alexandre Carrier. Là, il a changé la phase de cette brigade défensive-là depuis qu'il est arrivé. 3 revirements en première période. Hier, 4 dans le match. Une mauvaise passe à un moment donné en 3e période qui a prolongé une présence adverse. On parlait de l'indiscipline ensemble au dernier. Puis je percevais une amélioration de ce côté-là. Marc-Antoine disait il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et que ça a été épouvantable, l'indiscipline dans les 2 derniers matchs. Là, 10 pénalités, 3 pénalités sur 4 contre Dallas, qui étaient des pénalités d'indiscipline. Et il y en avait eu plusieurs contre Utah aussi. Alors là, et malgré ça, ils ont réussi à gagner ces 2 matchs-là sur la route. Fait que tu dis, d'un côté, c'est fantastique. Tu dis, notre équipe n'a pas joué aussi bien qu'elle pouvait comme entraîneur. Puis tu dis, on a gagné pareil. Fait que c'est un bon signe. Mais de l'autre côté, ça prend pas grand-chose à un moment donné. Puis il faut faire attention. Tu es indiscipliné, tu surcharges ton désavantage numérique, mais pendant cette période-là, depuis 4 matchs, le Canadien a 1 but en 12 occasions en avantage numérique. Fait que ça peut... Ça débalance. Un but fait une différence dans la Ligue nationale de hockey. Fait que si ça glisse à un moment donné, puis là, que s'ajoute à ces petits revirements-là que tu faisais pas au cours des dernières semaines, que là, tu les causes à la ligne bleue adverse, puis que là, oups, ton coéquipier fait pas son repli défensif. Là, le but qui fait la différence survient. Fait que écoute, je pense pas qu'ils sont en train... Non, c'est la débandade. Je salue, c'est pas la débandade, mais tu vois que c'est un organisme vivant, une équipe, puis que dans la façon de jouer, puis il faut que tu sois éveillé à ça, parce que ça... Même les équipes qui en gagnent 15, 12 de suite, à un moment donné, ils perdent leur repère puis ils en perdent 3 dans les 4 suivants. Là. Et ça va être intéressant de voir, c'est ça, s'il y a des ajustements qui vont être apportés, même si les résultats ont été positifs. Dobèche, hier, à mon sens, a gommé tout ça. Là. Il a été très, très, très bon, encore une fois. Oui, mais il y a quand même 2 choses. C'est vrai qu'ils ont passé beaucoup de temps dans leur zone face aux Stars. C'est indéniable. Puis, tu sais, il y a Je mentionnais lors d'un épisode précédent le fait que les statistiques avancées suggéraient peut-être une régression possible à cause de la proportion des chances dangereuses de marquer qui favorise quand même l'autre équipe. Puis on en a eu une idée quand même hier. Mais Martin Saint-Louis parle beaucoup, ou il y a fait référence souvent depuis le début de l'année, du fait qu'il voulait voir dans son équipe, quand elle se porte à l'attaque, que ce soit davantage une équipe qui soit axée sur des actions offensives plus que des actions de possession de rondelles. Puis je trouve que, dans une certaine mesure, les Stars ont eu une attaque de possession de rondelles hier, beaucoup plus qu'une attaque d'action offensive. Parce qu'il y a eu des tirs bloqués extrêmement pertinents en 3e période qui sont venus de Gouli, qui sont venus de Dvorak, qui sont venus de Slavkovski, dans certains cas qui ont fait très, très mal. Fait que c'est vrai que Dobèche a fait la différence, mais je trouve que il y a quand même, en 2e moitié de rencontre, surtout en 3e période, il y a bien des tirs qui ne se sont pas rendus jusqu'à lui. Alors, il a été très efficace, le kid. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais je trouve qu'il y a quand même un effort
pardonnez-moi l'anglicisme, mais de protéger la maison, de protéger finalement la base. Non, mais les zones dangereuses. Parce que tu disais aussi dans cet épisode précédent que même si les statistiques avancées suggéraient ça se voyait pas tant à l'œil. Et hier, autant en début d'année, quand ça commençait à tourner dans la zone du Canadien, on se disait ça va finir ça va finir dans le net. Et c'était exactement ça qui arrivait. Alors que hier, à l'œil, même si ça tournait dans la zone du Canadien, on n'avait pas nécessairement cette impression-là. Moi, j'ai comptabilisé, j'ai toujours mon toc là, de comptabiliser les chances. Comment ça va, ça? De la médication? C'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Donc, c'est ça, j'avais 10-3 en première période pour le Canadien dans les chances de marquer de qualité. 10 chances de marquer de qualité dans une période, c'est une domination totale. Là. Et dans les deux dernières, 9-4 en faveur des Stars. Il y en a quand même... Ça n'a pas été extravagant, mais ça a été 2 fois plus que le Canadien quand même. Souvent, là, c'est intéressant de regarder ce qu'on appelle des cartes de chaleur, des heat maps qui illustrent l'endroit d'où les tentatives de tir ont lieu et d'où elles proviennent. Et puis, je regarde celle du Canadien. Parfois, il y a comme une espèce de gros point au centre de l'enclave d'un côté ou de l'autre qui indique clairement... Rouge foncé. Oui, qui indique clairement qui a eu l'avantage puis qui a menacé à 5 contre 5. Alors, dans ce temps-là, là, quand ça ressemble à un tableau de Jackson Pollock, tu dis, OK, là, il y a anguille sous roche, puis ça se peut qu'il y a eu des problèmes d'un côté ou de l'autre, mais somme toute, ça demeurait quand même assez diffus, assez... chamoiré quand on regarde les cartes de chaleur du match d'hier. Fait que tu dis, finalement, malgré tout le viraillage qu'il y a eu dans leur zone, ils ont réussi à éviter le pire. C'est tellement OK, le balado avec les meilleures cartes. Avec les meilleurs exemples visuels. OK, vite, un mot sur... Pourquoi vite? Parce que on vient de commencer. Je suis pressé, je suis stationné. Non. Non, mais je vais faire une petite rafale. C'est ça que je suggère. Michael Pezzetta, pourquoi, souvenez-vous, mardi, on se disait, on s'attendait, je pense, à un rappel. Et on se disait, c'est pas toi, Marc-Antoine, qui disait si, pas en paraphrasant Bob Gainey, mais inspiré de Bob Gainey qui parlait de Yann Boulis, s'il ne joue pas sur le 4e trio, où jouera-t-il? Et il ne joue pas beaucoup sur le 4e trio. Et c'est ça, là. Est-ce qu'on va maintenir ça? Il disait, je ne sais pas quoi faire avec lui. Ouais, c'est ça. Vas-y, Marc-Antoine. Ben, écoute, à propos de Pezzetta, sur le coup, quand on a appris l'histoire de Heinemann, on s'est dit, il va y avoir un rappel. Puis, en fin de compte, il n'y a pas eu de rappel parce que l'équipe était dans l'Ouest et on a senti, en écoutant Martin Saint-Louis, que c'était l'occasion pour lui. Lui, il veut pouvoir utiliser Michael Pezzetta. Il veut pouvoir sortir la rouille de son jeu. Et il veut, jusqu'à un certain point, le récompenser d'avoir été un aussi bon soldat, d'avoir attendu son tour pendant si longtemps. S'il est 13e attaquant, qui ronge son frein, et que le jour où il y a une porte qui s'ouvre, on rappelle un kid pour jouer à sa place, ben aussi bien dire, va-t'en, fais tes valises, t'as plus d'affaires ici. C'est un peu ça qu'on disait, puis absolument. Alors, et c'est pas ça qui s'est produit, puis je ne pense plus que c'est ce qui va se produire. Ça se peut très bien. Écoute, on enregistre ce balado-là vendredi. Peut-être qu'il y aura un rappel qui va être effectué avant le match du Rocket à Utica ou après. Et c'est sûr que le Canadien, ayant 2 matchs à domicile samedi et dimanche, pourrait avoir besoin d'un attaquant d'extra, mais le Rocket va rentrer à la suite de son voyage à Utica et va pouvoir pourrait fournir, si nécessaire, un joueur de plus au Canadien. Mais c'est plate pour Pezzetta parce que dans une utilisation extrêmement limitée, encore hier, je pense que c'était dès sa première présence, sinon sa deuxième. Pénalité. Une autre pénalité, ça arrive très souvent dans son cas. Il n'y a aucun joueur de la Ligue qui a joué plus qu'un match cette année, qui a plus de pénalités mineures par minute jouée que Michael Pezzetta. Alors, tu sais, il ne joue pas beaucoup, puis il met son équipe dans l'eau chaude. C'est sûr qu'il teste la patience de son entraîneur quand il fait ça, mais je crois quand même qu'étant donné que l'équipe connaît beaucoup de succès, qu'on va aller acheter un petit peu de clémence à son endroit, puis aussi peut-être de se dire, ce fonctionnement-là, de dire si
si la situation de jeu ne prête pas à ce qu'on utilise Pezzetta, ben la rotation, les présences additionnelles à un tel, au sein du 4e trio, on s'en accommode somme toute assez bien. Ben, peut-être que si Martin Saint-Louis aime cette formule-là, ben, au lieu d'y aller à 11-7, 11 attaquants, 7 défenseurs, ben, tu peux te permettre finalement d'avoir Pezzetta puis de l'utiliser à l'occasion. Puis le jour où tu vas prendre les devants 3-0 dans un match, ben, tu vas pouvoir lui donner plus de glace. Mais je croyais qu'il était extrêmement sur la corde raide, mais je pense qu'il, malgré tout, là, la volonté du Canadien de pouvoir lui donner une dernière vraie chance de se faire valoir avant de se tourner vers une option plus jeune, je pense que c'est ce qui est dans les cartons pour les prochains jours. Je peux me tromper, mais c'est ma lecture des choses. Moi, je suis très perplexe par rapport à ça. Dans le sport de haut niveau, je pense que le plus infime détail peut faire une différence. Que tout ce que tu peux prendre qui est susceptible de te donner un avantage, tu dois le prendre, tu dois l'utiliser parce que ça peut faire la différence à la fin. On regarde la course là, présentement dans l'Est, à quel point c'est serré, puis le Canadien est dans le portrait, puis à la surprise de tout le monde. Peut-être que la présence en séries éliminatoires d'une équipe va se décider par un but à la fin qui va avoir donné un point. Ça me fait penser un peu au poème For Want of a Nail, un poème anglais qui raconte l'histoire du général qui avait envoyé un messager au front pour porter un message à ses soldats qui étaient au front. Et parce que le forgeron avait mal cloué un clou dans le sabot du cheval. Le cheval, en cours de route, a perdu son sabot. Ils ont perdu le cheval. Et donc, le message n'a pas pu être livré. Et là, ils ont perdu la bataille. Et parce qu'ils ont perdu la bataille, ils ont perdu la guerre. C'est le battement d'aile d'un papillon. Exactement. Et chaque détail... Et tu sais, Michael Pezzetta... C'est un bon gars d'équipe. Même, Martin Saint-Louis est toujours dit, c'est un bon gars de culture à avoir dans ton équipe. Mais là, tu es impliqué. C'est pas le temps de faire des sentiments. Et Michael Pezzetta, il a un talent limité. Et la preuve, c'est qu'il n'a presque pas joué pendant 2 mois de temps. Là, il y a une place dans l'alignement. Et quand il est en uniforme, il joue 4 minutes, 3 minutes et demie, 3 minutes par match. Il ne contribue pas offensivement. Alors, on a vu à quel point le 4e trio était important depuis le début de la saison. Si tu as un joueur dans ton organisation qui est capable de contribuer plus que Michael Pezzetta, et je pense qu'il y en a, qu'est-ce que Michael Pezzetta fait dans l'alignement match après match, dans la situation actuelle? Et tu peux te faire blesser... un attaquant dans un match sur la 2e présence facilement, là, puis te retrouver à 11 attaquants, mais là, tu as Michael Pezzetta. Il faut que tu fasses jouer régulier, puis c'est ça, tu es déjà amputé parce qu'il est dans l'alignement. Alors, je comprends pas que la direction du Canadien ne te dise pas, on est à la vie, à la mort, en combat avec Columbus, avec Détroit, avec Ottawa, avec tout le monde, les Rangers qui remontent, et qu'on se dit pas, si... on a un joueur qui peut nous donner 5% de plus que Pezzetta, ben on va le prendre. On va le prendre. Je comprends pas ce qu'il fait dans l'alignement. C'est un excellent point que tu apportes là. Cela étant dit, c'est pas seulement Pezzetta versus le joueur qu'on rappellerait, c'est Pezzetta plus 2 présences à Suzuki, plus 2 présences à Laine, plus une présence à Anderson. C'est pas seulement Pezzetta, parce que lui, justement, les grenailles qui jouent sont compensés par d'autres joueurs qui, eux, sont quand même meilleurs que l'option qui rappellerait de Laval. Je pense que si l'absence de Heinemann était plus longue, le discours serait différent. Mais si l'équipe s'attend à ce que maintenant... 4 semaines, c'est quand même long. Ben, c'est 3 à 4. Là. Puis là, on est peut-être rendu à 2,5 déjà. Là. Fait que si l'absence est pour être de relativement courte durée, tu vas dire, on va avoir un jour besoin de traîner un 13e attaquant, puis on veut certainement pas que ce soit un jeune joueur qui reste assis dans les estrades, parce que Pezzetta, c'est plate à dire, mais il va nous servir à ça aussi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à considérer, et peut-être que il va falloir, tu sais, quand il est sur la glace puis qu'il écope d'une pénalité, l'équipe joue avec le feu. Mais pour le meilleur et pour le pire, j'ai comme l'impression que tant que l'équipe ne se sera pas brûlée, elle
elle continue d'acheter un petit peu de temps. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que j'endosse tout à fait l'argument de Martin quand il dit que c'est des points infimes qui vont décider du sort des séries en fin de compte. Mais jusqu'à maintenant, le Canadien s'est pas brûlé à ce jeu-là. T'sais. C'est du Martin Saint-Louis pur jus. Ce que tu t'as expliqué d'entrée de jeu quand on a commencé à parler de Pezzetta, à savoir que on veut... C'est peut-être du Kent Hughes pur jus. On sait... Enfin, c'est de cette direction-là. Et c'est exactement la même chose que lorsque, Martin, tu disais les joueurs devraient manger ce qui tue en début de saison. On est dans le même concept. À savoir que... ça fait longtemps qu'il n'a pas tué personne, lui, là. Michael, non. Il est svelte. C'est ça. Il est svelte. Mais c'est la même affaire. Et évidemment, en début de saison, l'équipe... non seulement l'équipe perdait, mais c'était un cauchemar à regarder. Parce qu'il y a toujours la manière. Aussi, les résultats, c'est une chose, mais il y a la manière. Et là, on est de l'autre côté. Là. Non seulement les résultats et la manière, ça fonctionne. Faut comment? Ce que Saint-Louis prônait au mois d'octobre, c'est ce qu'il prône toujours, visiblement. Et force est d'admettre que ça marche. Non, ben je sais pas. Là, je sais que ça fait pas... C'est 2 mois. 2 mois de succès. D'accord. Ouais. Mais c'est ça que c'est. Et dans ce sens-là, cette approche-là par rapport à Pezzetta, on est d'accord. Là. Moi, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit depuis qu'ils sont là, Saint-Louis et Hughes. C'est ce qu'on dit depuis qu'ils sont là. Bon sang, si cette équipe-là était dirigée pour gagner, ça irait mieux. Alors qu'on a toujours dirigé en fonction de celui-ci, on s'en occupe. Kirby Dach, Slavkovski, on s'en occupe. Là, c'est Pezzetta. Mais Pezzetta, c'est pas un espoir d'avenir de l'organisation. Non, on n'a pas à faire attention à ses sentiments et à essayer de protéger sa carrière. C'est un élément négligeable. Je comprends. Mais comme Marc-Antoine dit, ça va en prendre un attaquant, un 13e attaquant. Puis c'est vrai que ça a été un bon coéquipier. S'ils se mettent au balotage demain matin, il y a combien d'équipes qui réclament Pezzetta? Personne. Fait que là, le 13e attaquant, un jour, ça pourrait être Raphaël Hervé-Pinard, il pourrait être un 13e attaquant. Oui. Mais tu sais, je pense qu'il y a bien des éléments aussi qui rentrent en ligne de compte puis qu'on ne voit pas nécessairement. Mais tu sais, je regarde, cette semaine, le Rocket de Laval a eu un excellent match, un retour spectaculaire face à Wilkes-Barre Scranton. Ils perdaient 3-0 en milieu de 3e période. Ils ont fait une remontée, forcé la tenue d'une prolongation, puis en prolongation, Jared Davidson a marqué. Davidson, là, puis Davidson qui avait préparé un but précédent dans cette remontée-là, lui, il m'apparaît un gars qui va devenir avant longtemps un candidat pour un rappel, surtout parce que c'est un gars qui peut entrer dans la philosophie de ce que Martin Saint-Louis réclame en termes d'échecs avant. C'est un gars qui est capable d'en donner défensivement et offensivement aussi. Il y a des mains, ce gars-là. Oui, absolument. C'est un gars qui a vraiment une habilité d'aller trouver les zones, ce qu'on appelle les poches. Aller trouver les espaces libres, c'est ça exactement. Aller s'y blottir et puis de pouvoir finalement être dangereux de cet espace-là. Mais... j'en ai parlé avec Pascal Vincent cette semaine, puis il y avait une petite hésitation au niveau de est-ce que le gars est prêt, t'sais. Je dis mais c'est un peu un couteau suisse pour vous. Il dit il va le devenir, puis on est en train de définir quel genre de joueur il peut être, définir son identité. T'sais, il m'avait pas l'air d'un entraîneur qui vend son joueur en disant lui, il est prêt pour un rappel. Même si tu le regardes aller avec le Rocket, puis tu te dis, mais là, c'est un gars qui, en termes dans un profil de joueur de soutien, pourrait très, très bien faire l'affaire. Fait que si c'est pas lui, si on juge que Joshua Roy, il n'est pas encore là où on voudrait qu'il soit, ou qu'il ne remplit pas le profil du joueur qui irait bien avec Evans et Armia, mais là, à un moment donné, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est qui est le joueur que tu peux rappeler aujourd'hui qui va faire un meilleur travail que Pezzetta plus les présences des autres joueurs. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments à jauger là-dedans. Ouais, tout est là. Bon,
On va emballer ça, Canadien. De quoi? Qu'est-ce que j'oublie? De quoi voulez-vous dire à quel point Jakub Dobeš est Gros week-end. Match de 4 points dimanche contre les Rangers. Contre les Rangers, absolument. Ils sont durs, les matchs de 4 points, parce qu'à chaque fois que le Canadien gagne, les équipes avec lesquelles il est en lutte, ils vont chercher des points aussi, que ce soit les Sénateurs, les Red Wings, etc. Depuis 2 semaines, 3 des 5 meilleures équipes de la Ligue nationale. Columbus, Détroit, Montréal. C'est ce qui était un portrait. C'est un scénario de science-fiction il n'y a pas si longtemps, mais ça rend cette course-là aux séries absolument fascinante. Très excitant. Bon. Est-ce qu'on a dit que Hudson était bon? Je pense qu'il faut le dire. On est obligé, on est tenu par une obligation contractuelle. Hudson est bon. Hudson, il est très bon, même s'il y a un gars dans The Athletic qui a écrit peut-être qu'il va être top 4. Avez-vous vu ça? C'est pas ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'il y a des chances de faire un top 4 de chez les défenseurs. Bon, en fait, ouais. Ben non, mais là, c'est pour rire, Marc-Antoine. Oh, je sais. Les deux meilleurs joueurs que j'ai vus cette semaine, Lane Hudson et Logan Cooley. Ouais, c'est vrai que Cooley est impressionnant. Ouais. Ça, là, quand on n'aura rien à faire, on pourra revisiter ce repêchage-là. Ça va être bon. Les deux meilleurs jeunes joueurs que j'ai vus cette semaine. Ouais. Ça va être bon. Quand le thème joue, je l'écoute. Je suis comme. J'oublie que je suis ici, que j'ai un travail à faire. Je suis dedans. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, selon vous, quel adversaire récent du Canadien respectez-vous le plus? Parce que c'était une collection là, de grosses équipes, de grosses pointures. Et c'est pas fini. Hein? Toronto samedi. Bon, les Rangers, tu as parlé des Rangers. Les Rangers, peu importe s'ils sont bons ou pas, c'était un gros match de 4 points. Le Lightning la semaine prochaine. Et le Lightning, c'est un feu roulant, là. Ça lâche pas. Mais bon, dans les adversaires récents sur Facebook, Je peins des bonhommes dit le Canadien est le plus grand adversaire du Canadien. Je fais une liaison là, qui n'est pas correcte, là, mais ça recoupe. Qui était mal à propos. Qui était mal à propos, oui. Toujours sur Facebook, Tiggy, les Blue Jackets, un petit marché qui joue une saison inspirée dans de dures circonstances. Est-ce qu'on prend 2 secondes pour asseoir ça? Oui, parce que... Arrêtez ce que vous faites. Mais c'est assez épatant. En fait, tu sais, on cherche des belles histoires, des moments chaleureux, des moments où on peut... du réconfort, puis en trouver dans le sport, c'est le fun, parce que on en trouve dans la victoire, on en trouve dans la défaite, mais quand tu vois une équipe se rallier à travers l'adversité qu'elle vit suite au décès de Johnny Gaudreau, je trouve ça admirable, surtout que c'est une équipe qui cherche sa voie depuis plusieurs années, qui a été en mesure d'accumuler plusieurs très bons jeunes joueurs, mais sans être capable de définir une identité claire à cette équipe-là. Il y avait des joueurs vétérans. On dirait que les vétérans puis les jeunes formaient 2 groupes un peu distincts, avec chacun leurs propres intérêts. Puis on dirait que finalement, tous les morceaux sont tombés en place cette année. Il y a eu un apaisement qui a eu lieu. Évidemment, des changements sur la glace, des changements derrière le banc, partout. Mais j'ai comme l'impression que l'élément unificateur, malheureusement, c'est le décès de Johnny Gaudreau. Ça a rallié cette équipe-là. Ouais. Et la présence aussi de son ami Sean Monahan aussi, qui a transformé cette équipe-là. Là, pour l'instant, il est blessé. Là. Et le dernier facteur que j'inclurais dans la résurgence de cette équipe-là, c'est que Zach Werenski va être assurément un candidat au Trophée Norris cette année. Il connaît la saison de sa vie. Fait que
Il est tôt, là. On est le 17 janvier. Mi-saison, mais Werenski et Quinn Hughes, à mon sens, sont probablement les 2 principaux candidats au trophée Norris à l'heure où on se parle. Donc, chapeau. Et comme tu le soulignais, Martin, c'est ça. La seule affaire, c'est qu'ils sont au plus fort de la lutte avec l'équipe de Montréal que l'on couvre. Oui. Écoute, je pense, si on garde en tête aussi le principe que tout, dans une pyramide, tout part du sommet, là, dans une organisation, le changement de directeur général, je pense, a eu Don Waddell est arrivé, a pris des décisions quand même tranchées. Et quand la ligne de direction est claire, quand le projet est clair, absolument. Les joueurs aiment ça, la clarté. Non, puis dans n'importe quelle entreprise. Oui. Mais tu as raison, il y a quelqu'un de Columbus qui m'a dit que le changement de directeur général avait fait énormément de bien. Tu sais, Jarmo Kekalainen a été par moments extrêmement intransigeant avec ses joueurs. Il y avait un climat de travail qui n'était pas terrible. Il y a eu beaucoup de négociations de contrats qui ont été houleuses au fil des années entre Kekalainen puis des joueurs qui faisaient pourtant partie de son noyau fort. C'est un excellent évaluateur de talent, Kekalainen. Ce qui était sa compétence première. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais en termes, je pense qu'en termes d'instaurer une ambiance de travail puis d'instaurer un climat qui après ça, va percoler jusqu'en bas, il y a peut-être eu des ratés à ce niveau-là. Puis Don Waddell, c'est un peu tout le contraire. C'est un gars qui est un peu un grand-papa, qui a quelque chose un peu... familial. Qui est familial, absolument, très familial. Ouais. Très fédérateur, très, très calmant également. Donc, on vous demandait via les réseaux sociaux quel adversaire récent du Canadien vous respectez le plus. Adam, sur Facebook, les Capitals, qui continuent d'être une équipe très compétitive, année après année, si on fait exception d'il y a 2 ans. Ouais, bon, on en a parlé des Capitals. C'est impressionnant. On est tous impressionnés. Et ça nous fera toujours un bel exemple, un contre-exemple à la reconstruction obligatoire. Éric, sur Facebook, car aucune n'est de calibre du Canadien. Ah, ouais, ça aussi, il va falloir se réhabituer. Moi, je pense qu'on est à la veille de commencer à revoir des fagnons sur les toits des voitures. J'ose ou des blagues de « Es-tu allé chercher ta chaise pour le début? » C'est ça, voilà. Sur Facebook, toujours François, Dallas, sans équivoque. Francine aussi, sur Facebook, les Stars de Dallas. On les a vus 2 fois cette semaine, puis c'était un bon étalon de mesure. Puis ils n'ont pas tous leurs éléments en plus. Non. À Dallas, non. Rupien, c'est un excellent joueur de hockey. C'est plate parce qu'il y a de la misère à rester en santé pour très longtemps. Mais tu sais, Ince, c'est pas là. Mason Marchman n'était pas là non plus. Séguin sera absent pour encore un bon bout. Là. Mais c'est une équipe qui, si elle avait tous ces éléments, serait... assurément l'une des 3 meilleures équipes de la Ligue. C'est ce qui va... Je pense que c'est là qu'on va en être à la fin de la saison. Ce sont des aspirants sérieux. Voilà. Et finalement, une petite dernière sur Facebook toujours. Quel adversaire du Canadien, quel adversaire récent du Canadien vous respectez le plus? Patrick dit l'automobiliste qui a frappé Emil Heinemann. Il y avait quelques petits clins d'œil à ça aussi. C'est méchant, ça? C'est méchant? Non, tu le respectes. Tu le respectes? Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Okay. C'est un respect par la peur. Là. Okay. Non, je pense que c'est dans ce sens-là. Enfin, c'est dans ce sens-là que je l'ai vu. Okay. Des fois, moi, le régime de la peur, c'est mon régime préféré. Moi, c'est le régime minceur. Très loin de Tatin. Cam Neely s'est adressé aux médias cette semaine et il n'a pas utilisé le mot en P. Mais il a bien utilisé le mot en R. Oui. C'était lequel déjà, Martin? Parce qu'il ne faut pas confondre. Là, il y a plusieurs mots en R, autant en anglais qu'en français. Là, Cam Neely a utilisé le mot retool. À ne pas confondre avec reset. Donc, réoutiller. Réoutiller.
pas réinitialiser, pas reconstruire, mais réoutiller. Non. Mais ça peut sembler à réinitialiser aussi. On est dans le même champ, le même champ lexical, mais grosso modo, ce que Neely a dit, interrogé ou enfin voyant venir là, la date limite des transactions, en substance, ce qu'il a dit, c'est qu'on aura deux voies devant nous, dépendamment d'où est-ce qu'on sera à ce moment-là. Quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé dire au début de l'année et qu'il n'a pas eu à dire vraiment là, depuis... J'ai envie de dire depuis qu'il est en poste. Depuis une dizaine d'années. Oui. Et c'est ça, si on regarde les Bruins, écoute, quand j'ai pris ces notes-là, c'était avant-hier, leur taux de succès était inférieur à celui du Canadien, là, parce que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, mais leur différentiel est le deuxième pire dans l'Est. Et Cam Neely participait au gala de la fondation des Bruins de Boston. Les représentants de la presse étaient là. Ouais. Et il a dit, écoutez, on est tout. Il faut qu'on garde en tête qu'il y a deux voies à considérer. Là. Il faudra qu'on fasse 2-3 ajustements. Il y avait un texte plus élaboré dans le Boston Globe, c'est ça, où il disait quand on va en série, quand on arrive à la date limite des transactions, quand on décide de faire des acquisitions, il faut faire des acquisitions, il faut être réaliste, et tu décides de faire des acquisitions si tu penses que tu vas faire un long parcours en série. Et il a dit en même temps, il va falloir qu'on regarde où on va être. On pensait avoir une équipe de série, on pense avoir une équipe de série, mais si ce n'est pas le cas, il va falloir penser peut-être à un réoutillage. Alors, c'est un... On voit qu'à force de regarder leur équipe, les dirigeants des Bruins commencent à se dire on n'a peut-être pas les chevaux pour y aller. Et le classement, le vieux dicton qui dit vous êtes ce que votre position au classement dit ce que vous êtes. Les Bruins ont beaucoup de difficultés depuis cette année. Moi, je pense pas qu'ils vont redresser ça. Là. C'est quand même une tendance lourde. Et ils vont faire partie de cette bagarre-là dans laquelle le Canadien est impliqué avec Columbus, avec Détroit, avec Ottawa, etc. Ça va être par la peau des dents là, que les équipes vont se qualifier. Les Bruins ont de bonnes chances d'être exclus et on considère ça à Boston. Alors, je trouve ça intéressant de voir que... Mais c'est intéressant aussi. Ils commencent à voir le verre à moitié vide là-bas. Ouais. Mais cette approche-là aussi de dire qu'est-ce que ça donne de faire des achats si... on n'est même pas. Si on pense pas faire un long bout de chemin. Parce qu'en substance, c'est ça. Ce qu'il disait, c'est que on va peut-être devoir repenser à nos affaires. Et peut-être que justement, si au début du mois de mars, l'équipe n'est pas encourageante, disons ça comme ça, c'est peut-être une occasion. Puis là, on parle des Browns, mais ça vaut pour tout le monde. C'est peut-être une occasion de faire un petit pas de côté, puis d'essayer de justement réorganiser ses affaires. De jouer avec les cartes que tu as dans ton jeu là, de façon réaliste. Là. Surtout sur l'ensemble des directeurs généraux qui font des acquisitions à la date limite, il n'y en a pas beaucoup qui sortent gagnants de l'exercice. Là. Il ne faut pas le faire juste pour bien paraître. Les Browns, à date, on s'entend, si la date limite des transactions était lundi prochain, ça n'aurait aucun sens d'être en mode acquisition. Ça me rappelle un peu, en 2018, les Blues de Saint-Louis. Doug Armstrong, à l'époque, avait décidé d'échanger Paul Stastny aux Jets de Winnipeg à un moment où il ne sentait pas. Son équipe était tout à fait dans la course. Puis elle aurait pu... mais en fin de compte, il dit c'est pas une équipe qui m'a convaincu qu'on pouvait aller de l'avant. Puis il avait décidé d'échanger un joueur, un vétéran joueur de centre, puis un joueur qui avait un impact au sein de cette équipe-là. Et puis de l'échanger, puis de le monnayer, puisqu'il était en fin de contrat. Fait que Stastny est retourné à Winnipeg à ce moment-là. Les Blues ont fini par rater les séries éliminatoires, mais ils étaient en même temps... pas été une mauvaise équipe non plus cette année-là. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est toujours important. Puis surtout, ça arrive au milieu de la saison alors qu'on parle déjà d'une course aux séries éliminatoires puis du fait que chaque victoire est importante à ce stade-ci de l'année. Pour un directeur général de pouvoir prendre le pouls de son équipe à l'heure actuelle puis de s'assurer qu'il ne commettra pas d'erreur en allant, soit en vendant alors qu'il devrait conserver ses billes ou bien
s'inventant des histoires en disant « Ah, ben let's go, on va acheter. » Puis Alors, je trouve ça tout à fait normal dans la position de Cam Neely qui se pose cette question-là parce qu'il y a un retour à la réalité assez significatif qui attend les Bruins. Ça fait des années qu'on attend cette régression-là. Elle ne vient pas, mais ce serait un petit peu chauvin ou coquille de leur part de penser que ça n'arrivera jamais non plus. Là. Mm-hmm. Alors là, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs. Ils ont réussi à marquer des buts. Quand même, ils en ont marqué 4 contre les Panthers. Ils en ont marqué 6 contre le Lightning. Donc, c'est le fun. Mais auparavant, leur difficulté à marquer des buts a été un problème récurrent pour cette équipe-là depuis le début de la saison. Fait que après avoir perdu 6 matchs de suite avant ces 2 matchs-là contre des équipes de la Floride, là, ça s'en allait vraiment pas dans la bonne direction. Alors, je comprends Cam Neely de penser en ce sens-là, mais réoutillage, c'est le fun. Tout le monde dit... Tu sais, des fois, un directeur général va dire un réoutillage parce que si on parle de reconstruction, ça se peut très bien que ce soit un autre directeur général que lui qui s'en occupe. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas un directeur général. Je comprends que Cam Neely est président, là, mais c'est le patron. Là. Mais à un moment donné, il y a... même pour un président, à un moment donné, la musique s'arrête. Mm-hmm. Alors, on verra bien. C'est peut-être une leçon pour l'autre équipe en jaune et noir qui va pas très bien parce que on parle de cette course-là qui est très, très serrée dans l'Est. Puis, c'est sûr qu'il y a peu de points là, qui les séparent, là, mais malheureusement, les Pingouins de Pittsburgh non seulement ne sont pas du bon bord de la ligne, mais ils ne sont pas non plus du bon bord de la tendance. Puis, c'est un sujet qu'on a effleuré par le passé. Mais c'est pas clair. C'est pas clair, là, la direction qu'ils vont prendre. Il y a eu un gros désaveu cette semaine avec le renvoi de Tristan Jarry dans les mineurs. Je dis désaveu parce que c'était une des décisions importantes qu'a pris Dubus de le mettre sous contrat. C'est ça. C'est comme un exemple éclatant de quelque chose qui marche moyen là, depuis que Dubus est là. Ça a été parmi ses premiers gestes. Donner un nouveau contrat à Jarry, donner un contrat également à Graves en défense, ça n'a pas du tout fonctionné de ce côté-là. Les chiffres de Tristan Jarry depuis le début de la saison sont absolument hallucinants en termes d'inefficacité en début de match. C'est arrivé 6 fois qu'il a donné un but sur le premier lancer auquel il faisait face. Premier lancé, un but. Sur le deuxième tir, 4 fois. Arrête donc. Fait qu'en tout, là, il y a seulement 6 matchs sur les 22 auxquels il a pris part où il n'a pas donné de but dans les 6 premiers lancers. Fait que t'es certain... C'est pas bon, ça. Non, tu as besoin que ton gardien soit dans le match rapidement, qui t'assure que, OK, les boys, je m'en occupe, je suis là. Donner le ton à la rencontre, non, pas du tout. Alors, il place son équipe en situation périlleuse tôt dans la rencontre. Et c'est une équipe, même si c'est une équipe, les Pingouins, qui aiment toujours remporter des matchs à haut pointage parce qu'ils ont les outils pour y parvenir, faut-il que tu t'assures de ne pas en donner trop de l'autre côté. Puis Jarry, c'est effarant parce que c'est un gardien qui a montré de temps à autre des belles promesses au cours de sa carrière. Il a souvent été blessé, mais sinon, ça a été beaucoup de manque de constance. Mais là, au point où il en est, il s'en va dans la Ligue américaine. Puis ça se pourrait très bien qu'on ne le revoie pas à Pittsburgh cette saison. Là. Mais c'est surtout, c'est bien plate pour Tristan Jarry, là, mais c'est surtout, c'est ça, une démonstration d'un... C'est une grave erreur. Là. C'est une grave erreur de l'administration. Une grave erreur. C'était un des gardiens les plus performants de la Ligue dans les saisons... au cours des 3 saisons précédentes, celle-ci. Il est dans le top 10 de la Ligue nationale en termes d'efficacité, de moyenne d'efficacité, avec une équipe qui n'était pas une merveille, là, avec une équipe vieillissante. La chaîne a débarqué, mais est-ce que c'est un gars qui est blessé, qui est sur la pente descendante physiquement? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans sa vie? Est-ce que... Je comprends que la position de gardien est imprévisible, mais comment tu peux passer un gardien performant dans une ligue extrêmement exigeante sur une longue période de temps à tomber comme ça parmi les pires gardiens? Là, je comprends que
les Pingouins ne peuvent pas avoir de passagers à cette position-là, puis que là, ils ont tenté de le rescaper, puis que ça n'a pas fonctionné. Mais j'ose croire qu'il va rebondir à un moment donné, puis qu'on va lui donner la chance. On va lui donner la chance de revenir, mais c'est ce qui arrive dans un contexte de plafond salarial, c'est que quand tu as un bon contrat, comme athlète, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre quand ça va mal. Là. Tu te fais larguer, c'est difficile de te retrouver une place ailleurs si ça va pas bien. Je veux bien que les chiffres suggèrent que Jarry... Enfin, moi, il me semble que ça n'a jamais été un gardien là, qui inspirait la grande confiance. Puis, à vrai dire, c'est pas tant de Jarry qui est ma cible. c'est Dubas davantage. Là. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Arrêtez de me parler de Tristan Jarry, ça m'intéresse pas. J'avais pas remarqué que Carl Dubas et toi, c'était ne pas inviter au même party. Là. Non. Il a la tête pleine de cheveux. Je suis jaloux. Non, mais Jarry, oui ou non, là, peu importe. Moi, je pense que t'as pas tort. Martin dit que c'était une situation un peu catch-22. Là. C'était le gardien numéro 1, il faut que tu le signes. D'accord. Mais reste que... c'est peut-être pas l'exemple d'une gestion, le meilleur exemple d'une gestion bancale, mais là où je veux en venir, c'est qu'est-ce que Dubas a fait depuis qu'il est là pour améliorer cette équipe-là et qu'est-ce que ça nous dit sur où est-ce que ça s'en va? Parce que ça regarde mal. Là. Oui, effectivement, ça regarde mal, mais écoute, heureusement pour eux, le trio de Crosby, Rust et Raquel continue d'être extrêmement performant. Raquel connaît une super bonne saison. Fait que ça, c'est un peu leur... c'est une signature de Dubas. Oui. Oui, c'est ça. OK, fait qu'il est brillant, dans le fond. Ben, écoute, il n'y a pas... Eric Carlson, ça a été moins... Pour moi, c'est Eric Carlson. Eric Carlson, ça fait encore plus mal que Tristan Jarry, parce que Tristan Jarry, au moment où ils étaient en position de le perdre... il n'y avait pas des tonnes de bons gardiens disponibles aussi sur le marché. Alors, ils sont allés avec l'option maison. Mais tu sais, ils sont allés chercher plus tôt cette saison un jeune qui ne jouait pas beaucoup avec les Prédateurs de Nashville, qui s'appelle Philippe Tomasino. Moi, ça m'a semblé être le genre d'échange discret où on essaie, par des gestes mineurs, de ralentir, de rajeunir la moyenne d'âge de l'équipe. On verra s'il y a d'autres décisions qui sont faites dans ce sens-là. Ils ont récupéré Pierre-Olivier Joseph également. Il y a un effort de vouloir rajeunir l'équipe, mais ils sont un peu pris. Puis on en a parlé tout récemment quand il était question des Capitals, de la manière dont ils ont réussi à se réinitialiser tout en essayant de maintenir un certain niveau de performance pour aider Ovechkin. Ben, c'est la même chose avec les Pingouins. C'est le même défi auquel ils sont confrontés, mais là... leur enveloppe salariale est quand même beaucoup plus problématique parce que le contrat de Carlson est un boulet, le contrat de Le Temps est un boulet. Evgeny Malkin, il reste 2 ans. Bien, il reste une autre année après celle-ci, mais c'est correct. Ils vont s'en accommoder, puis il reste Sid. Alors, c'est quand même beaucoup de hauts salariés. Ils devraient s'acheter un canon. Ils ont beaucoup de boulets. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces boulets? On va acheter un canon. On va acheter un canon. On va rentabiliser. Oui, mais je ne serais pas surpris que Tristan Jarry, finalement, il finisse par le racheter. Essaye de se libérer un peu de liquidité, puis de se donner une option à plus long terme aussi devant le filet, parce qu'ils n'ont pas de ressources à court terme là, de grande qualité. Là. Cela dit, c'est un beau défi. T'sais, pour quelqu'un qui aime les défis, c'est un beau projet. C'est ça. Comme directeur général, tu hérites d'une des 2 plus vieilles équipes de la Ligue. C'est un défi en soi. Une équipe qui est sur son déclin. Ça prend du temps à virer ça de bord. Puis tout le monde, je sais pas tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui pensent que la reconstruction chez les Canadiens, ça a duré 2 ans et demi. Là, mais c'est pas ça? C'est fini? Ça a commencé, dans les faits, on s'entend, ça a commencé avant ça. C'est vrai. Ça a commencé à empiler des choix en 2018. Là, ça fait 7 ans de ça. OK. Mais c'est fini parce que je cabotinais, là, mais c'est fini? Je pense pas que... je pense qu'on peut dire que la période... Est-ce que le pire est derrière nous, comme suggérait Marc la question de Marc? Quand tu es la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis un mois, c'est parce que t'es plus nécessairement... c'est que le pire est probablement passé. Si la tendance se maintient, comme disait
Qui disait ça, donc? C'est important que la victoire vienne nourrir le développement de tes joueurs. Puis là, c'était la phase qu'on espérait atteindre cette année. Gros week-end. Oui. Gros week-end. Vraiment. Ça passe ou ça casse? En fait, c'est un gros... c'est une grosse séquence. Là. Toronto Rangers, t'aimes pas? On risque de voir Jacob Debesch au Centre Bell pour la première fois. Ça va être le fun. On a dit qu'il était bon dans l'épisode, il fallait le dire, ça aussi. Oui, il fallait le dire. L'Inde, on l'a dit. Ben, quand tu as 4 matchs, 4 victoires, 4 buts contre, c'est parce que les choses se passent bien. Mais ils en ont un à Ottawa. Eh oui. Merilainen. Oui, qui a le même âge que lui. Même âge, presque même fiche. Hein? Même genre de statistiques. Ouais. Ils vont peut-être s'affronter en première ronde, ces deux-là. Non. Pas en première. Pas le nom, ça peut pas. Ça serait bien étonnant, Alex. Ça prendrait une poussée de tous les diables de l'une équipe ou de l'autre. J'irais pas, On est au deuxième tour, finalement. C'est ça. On s'en reparle au mois d'avril. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Ça pourrait même pas être au deuxième tour. Il faudrait que ça soit... Carreras. Ouais, je sais pas, là, c'est trop compliqué pour moi. Là. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Non, ouais. j'ai pas assez d'ordre. En finale, non plus, ça se peut pas. Marc-Antoine Godin, je l'ai dit. Affecté au hockey, je l'ai dit. Merci. Ah, ça, tu l'avais pas dit. Ça, je l'avais pas dit. De rien. Merci beaucoup. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin, qui est le signataire de Tellement Hockey. Merci, Jack. Je m'appelle Alexandre Poupal. Gros week-end. Et on se retrouve mardi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.